planification stratégique, plateforme, personne, culture d'entreprise, façon de penser, écoute, coaction, réaction, mission, public et processus. Bonjour et bienvenue au Balado Stratégie Marketing d'engagement. Mon nom est David Lamarre, agent de développement culturel numérique pour XN Québec, l'association des producteurs d'expériences numériques du Québec. Ce balado est une réalisation conjointe avec Marie Carroy, ADN pour Archéo Québec, et Alan Vallière, ADN pour l'Association des radios communautaires du Québec. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Nicolas Bon, fondateur de l'agence Clark, à propos de marketing d'influence. Comment l'agence Clark a vu le jour? Oui, l'agence Clark a 5 ans maintenant. Un jour, j'ai vu une animatrice de télé, j'ai vu les chiffres de son émission et j'ai vu les chiffres de son Facebook, combien elle touchait de personnes. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire dans le marketing d'influence. L'incarnation, où maintenant des personnes peuvent venir leurs propres médias. Il y avait quelque chose à faire il y a 5 ans. Donc, à partir de là, je me suis intéressé comment on pouvait démocratiser le pouvoir de l'incarnation à travers les influenceurs, les personnalités publiques. Et l'agence a vu le jour comme ça il y a 5 ans. Quel domaine desservez-vous avec l'agence Clark? On se rend compte que le milieu de l'influence, ça marche beaucoup sur plusieurs catégories, notamment sur tout ce qui coûte souvent, généralement, moins de $200 qu'on peut retrouver dans les supermarchés, qu'on peut influencer facilement, et aussi beaucoup dans le domaine inspirationnel, comme la culture, comme le voyage. Donc, on est assez généraliste sur les secteurs d'activité, on en couvre quand même pas mal. Justement, parlant de la culture, pourrais-tu nous parler un petit peu de la campagne que vous avez menée pour les anniversaires du Centre Phi et de la Fondation Phi? Ouais, il y a quelques mois, le Centre Phi et la Fondation Phi fêtaient leur 10e anniversaire à Montréal, au Québec. Et pour ça, ils avaient pas mal d'expositions qu'ils faisaient pour leur anniversaire. Donc, ils étaient assez curieux pour essayer de démocratiser et d'attirer de nouveaux publics. Ils ont fait appel à nous pour utiliser des influenceurs un peu lifestyle qui n'étaient pas forcément familiers avec les services du Centre Phi, mais pour attirer de nouveaux publics, on a pris des influenceurs qui venaient de l'île de Montréal, mais aussi de la rive sud, de la rive nord, un petit peu de la région, pour essayer d'attirer, de faire connaître vraiment le Centre Phi, la mission et les valeurs du Centre Phi à un public beaucoup plus large, et aussi célébrer leurs nouvelles expositions qu'ils lançaient. Est-ce que les résultats ont été probants? Oui, il y avait beaucoup de monde, donc on a attiré pas mal de personnes. On a vu énormément de commentaires, énormément de personnes venir sur place qui ont connu le Centre Phi via les publications de nos influenceurs. Donc on peut dire que ça a été quand même un beau succès. Quels sont les avantages de faire appel au service d'une agence dédiée au marketing d'influence? Nous, il y a plusieurs avantages de faire appel à une agence. Nous, ça fait 5 ans qu'on existe, donc on a pu, au travers des différentes années de notre expertise, savoir quel influenceur on amène et avec qui on fait affaire, quels sont les influenceurs qui sont capables de faire venir, là on parlait du Centre Phi, mais quels sont les influenceurs vraiment qui font déplacer leur audience, qui sont convaincants pour vraiment passer un message et qui peuvent apporter des retombées pour les marques. Donc nous, on a appris à développer tout un tas d'expertise et de connaissances sur est-ce que pour faire venir des gens, par exemple au Centre Phi, est-ce qu'on va faire on va faire juste une story, on va faire plusieurs posts, est-ce qu'il y aura une répétition dans le message, est-ce qu'on fait appel à des mamans, à des jeunes, est-ce qu'on va trouver un influenceur, mais est-ce qu'on va analyser les statistiques sociodémographiques de ces influenceurs-là pour dire est-ce que ces gens-là habitent à Québec, à Montréal, à Repentigny? On est capable vraiment d'avoir toute cette analyse-là. Donc, l'avantage de travailler sur une agence, c'est quelqu'un qui connaît son milieu, quelqu'un qui connaît ses influenceurs et quelqu'un qui peut vraiment conseiller avec un plan très concret. On accompagne nos clients à qu'est-ce qu'il faut faire et être un peu l'extension de leur département marketing pour leur vraiment donner des outils nécessaires pour mettre en application et exécuter ces campagnes-là pour attirer de nouvelles personnes. Puis juste pour être clair, quand on parle d'agence, vous ne représentez pas les influenceurs. Vous n'êtes pas comme un agent d'artiste pour les influenceurs. Vous êtes
plus une agence marketing qui contacte les influenceurs, n'est-ce pas? Exactement. Nous, notre métier, c'est vraiment, nous, on travaille dans l'intérêt du client. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'influence? Donc, nous, on va vraiment les accompagner pour les aider à trouver les meilleures pépites, les meilleurs talents. Donc, on va vraiment suggérer de travailler avec ce talent en fonction de leurs problématiques. Mais de l'autre côté, il y a d'autres agences dans la scène québécoise qui, eux, sont agents d'artistes. Et maintenant, de plus en plus, c'est le secteur de l'influence, c'est quelque chose qui devient de plus en plus mature. Et maintenant, on voit à peu près de l'apparition d'une vingtaine d'agences qui représentent soit des mamans, soit des nouveaux TikTokers, donc qui représentent des pools d'influenceurs. Et donc, nous, on va travailler directement avec ces agences-là pour être sûr de trouver le bon influenceur, ou aussi directement avec des agents, avec des influenceurs qui ne sont pas représentés. On pense que un chiffre comme ça, il y a à peu près la moitié des influenceurs qui sont représentés et l'autre moitié qui ne sont pas représentés. Donc, nous, on sait où piocher dépendamment des problématiques du client. Ce que je comprends, c'est qu'il y a différents types d'influenceurs. Pas seulement que des influenceurs qui sont du type lifestyle. Sur les médias sociaux, il y a vraiment plein de catégories d'influence. Il y a la catégorie qu'on appelle un peu lifestyle, c'est un peu la case où on met tous les influenceurs, c'est un peu la grosse case principale. Lifestyle, ça va être un influenceur assez généraliste, qui va autant parler quand il va être avec ses amis, que quand il va travailler, que quand il va faire ses sorties, que quand il va voyager. Donc c'est ça un peu ce qu'on appelle lifestyle, c'est quelqu'un qui parle de son lifestyle. Mais aussi, sur les médias sociaux, il y a énormément d'influenceurs de niche, des influenceurs qui vont parler que de sujets super spécifiques, que ça soit, on le voit beaucoup dans l'univers du gaming, ça peut être un spécialiste de vin qui va parler que de vin, ou ça peut être quelqu'un qui va parler que de ski et il va nous faire découvrir toutes les stations de ski où il va. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de niches d'influenceurs. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grosse catégorie très généraliste qu'on appelle lifestyle, et à côté, plein d'influenceurs de niche qui parlent de sujets très spécifique. Et votre travail, c'est évidemment de repérer justement ces influenceurs-là et de les associer aux bons clients. À valeur égale, qu'est-ce qu'une campagne d'influence a comme avantage sur d'autres campagnes numériques, qu'on pense à des campagnes de bannières web, pre-roll, publicité sur les médias sociaux, etc.? Nous, on pense chez Clark qu'une campagne d'influence, c'est une brique dans tout un mix média de communication. C'est sûr que une campagne d'influence va jamais remplacer les autres types de communication et on n'a pas la vocation à le faire. Mais en revanche, l'influence est quand même quelque chose de nouveau qui a énormément d'avantages. Notamment, c'est quelque chose où on considère que un influenceur, c'est comme un ami à nous, c'est comme notre grande sœur, nos grands frères qui nous donnent des conseils. C'est quelqu'un qui peut arriver à faire du bouche à oreille. Et ce qu'on recherche souvent dans le marketing, c'est le bouche à oreille, c'est quelque chose qu'on vise et qu'on veut essayer de faire. Donc, c'est certain que les influenceurs peuvent nous véhiculer des messages et on serait peut-être plus susceptible d'écouter que si on le voit au bord de la 40, un gros panneau publicitaire. Et aussi, on suit des influenceurs pour leur expertise que peut-être d'autres bannières web, des publicités plus amplifiées, sponsorisées, n'ont peut-être pas cette même vocation à faire. Donc souvent, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de même utiliser nos publications qu'on fait avec les influenceurs. On va créer ce contenu on pourra peut-être créer du contenu avec nos influenceurs et après, une fois qu'on a créé du contenu, pourquoi pas le diffuser dans des bannières web, dans des publicités plus au bord de l'autoroute, on en parlait. Donc, en fait, c'est comment il y a plein d'aspects qu'on peut toucher. On essaye d'avoir plein de points de contact avec les consommateurs et l'influence peut en faire partie et même on peut réutiliser nos publications qu'on a fait avec des influenceurs un peu sur tous ces points de contact qu'un marketeur peut avoir. Donc je te dirais que c'est quand même très complémentaire et la meilleure campagne, c'est quand tous ces outils de marketing sont intégrés et que ça fait sens quand il y a une vraie synergie entre toutes ces plateformes.
Et quelle serait la différence dans ce cas-là entre un influenceur et un porte-parole? Souvent, on parle d'un influenceur un peu dans l'industrie. C'est un influenceur, c'est quelqu'un qui va faire juste une publicité très one-shot. Donc là, il y a un lancement, par exemple, on parlait du Centre Phi, de faire de l'anniversaire de leurs 10 ans. Il y a un influenceur qui va juste venir, qui va parler de l'exposition, comment il a aimé, est-ce que sa famille l'a aimé, versus un porte-parole qui, lui, un peu comme un ambassadeur, va avoir des contrats sur plus du temps long, sur une plus longue durée, où il va prendre la parole de manière plus récurrente, il va porter le message dans diverses occasions, divers moments durant de l'année. Donc c'est un peu cette différence de temps. L'influenceur, c'est plus ponctuel, alors que c'est plus annuel, ou encore plus des porte-paroles, on est plus sur des relations sur la durée. Et on le sait, des influenceurs, parfois, ça peut se mettre dans l'embarras. Comment on peut ne pas ternir l'image de son organisme par une association avec un influenceur maladroit? Ben ça c'est une très bonne question, et c'est aussi pour ça qu'on doit faire appel à une agence qui a un peu cette expertise-là. Moi, je tiens déjà à rappeler qu'on entend beaucoup, en tout cas dans les médias, parfois on entend des scandales de plusieurs personnalités publiques ou plusieurs influenceurs. Il faut le voir aussi dans l'échelle très globale. Ça arrive, on pense qu'il y a à peu près plus de 3 à 5 000 influenceurs, entre guillemets, au Québec. Ça arrive extrêmement à une fraction d'influenceurs, et c'est pas une chose courante, mais quand ça arrive, on entend beaucoup parler, et en effet ça peut être super désastreux pour la marque, et il faut faire attention. Mais déjà, il y a plusieurs choses pour essayer d'éviter tout ça. Il faut essayer de voir un peu, nous, quand on va faire une collaboration, on va proposer un influenceur à une marque, on va regarder un peu tout son passif, tout son historique. Est-ce que si on tape son nom sur internet, il y a déjà eu des scandales? Si on regarde en commentaire, est-ce qu'il y a des gens qui disent des choses en mal ou qui parlent en mal de cet influenceur? Et après, on peut aussi aller remonter un peu plus loin, de voir est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont arrivées sur lui. Donc il faut mener aussi un peu son enquête sur la réputation, les différentes collaborations qu'il a pu faire à travers les dernières années. Et après, ça vient avec un peu de bon sens. Est-ce que cette personne nous paraît crédible? C'est sûr que on pourra jamais éviter les bad buzz à 100%, mais il y a des petites choses à faire pour essayer de faire en sorte d'éviter le bad buzz. Alors justement, tu disais, il y a peut-être entre 3 à 5 000 influenceurs au Québec. Justement, en raison du bassin de population du Québec, est-ce que les influenceurs d'ici fonctionnent différemment des influenceurs américains ou ailleurs dans le monde? Vraiment, et c'est très spécial. Au Québec, c'est un petit milieu, c'est un petit monde, et ce qu'on remarque, nous, chez Clark, c'est que les influenceurs québécois sont suivis par 90% de Québécois, un petit peu de Français, ou par d'autres pays africains ou d'autres pays francophones comme la Belgique ou la Suisse. Donc c'est extrêmement, les influenceurs d'ici sont suivis par les gens d'ici, et c'est une mine d'or pour ceux qui veulent investir en marketing d'influence, parce que quand on investit dans quelqu'un d'ici, il est suivi par 90% de Québécois, ce qui est exceptionnel. Comparativement, on a des bureaux à Toronto, et on voit que les influenceurs torontois sont suivis à moins de 10, 20, 30% par des Ontariens, parce que s'ils sont suivis avec la barrière de la langue, un Ontarien peut être suivi par autant quelqu'un de Vancouver que quelqu'un de Détroit, que quelqu'un de Chicago, et c'est très vaste, donc c'est très dur de cibler très spécifiquement des gens dans une ville anglophone versus au Québec où les gens vraiment viennent, sont du Québec. Donc on remarque vraiment cette différence qui, je pense, est la langue. Les francophones sont suivis uniquement par des francophones, ce qui est à l'avantage en tout cas de tous ceux qui veulent utiliser le marketing d'influence dans la province. Et justement, s'il y a beaucoup d'influenceurs, c'est pas vrai que tous les influenceurs ont 100 000 abonnés. Est-ce que c'est mieux de faire affaire avec 4 influenceurs qui ont 25 000 abonnés ou un influenceur qui a 100 000 abonnés? Ben, ça dépend encore de ce que tu veux faire. C'est quoi la mission? Qu'est-ce que tu veux faire comme promotion? Je te dirais que si t'es une nouvelle marque, ou si t'es un nouvel organisme qui n'est pas du tout connu au Québec et que tu veux faire une campagne, t'es mieux peut-être d'aller travailler avec un influenceur qui est suivi par 100 000 personnes, parce qu'il sera un petit peu
peut-être plus connu, il aura peut-être plus de notoriété, et ce serait peut-être pour faire connaître un nouveau produit, ce serait peut-être plus intéressant. Si c'est une marque ou une institution un petit peu plus établie, plus connue, et tu veux faire plus de la considération de marque, essayer de se faire déplacer les gens au magasin ou se faire déplacer des gens dans un cinéma, dans une institution, c'est peut-être mieux d'y aller avec 4 influenceurs qui rejoignent 25 000 personnes. Je dirais tout dépendamment de ton but. Après, c'est sûr qu'il faut analyser plusieurs métriques. Est-ce que ces personnes-là ont un beau temps d'engagement? Est-ce qu'il y a des personnes qui suivent leurs recommandations? Est-ce que quand ces personnes vont mettre un lien dans leur story ou dans leur publication, est-ce que les gens cliquent vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un engagement de la part des influenceurs? Mais je te dirais, ça dépend du but et de la marque, et surtout ça dépend de l'audience qui suivent ces personnes-là. Quand vous évaluez les influenceurs pour des marques ou des organismes, est-ce que vous utilisez un outil de mesure pour déterminer s'il y a de l'engagement, un outil de mesure là, qui est autre que simplement regarder les publications? Oui, bien sûr, nous on a un outil à l'interne qui nous permet de donner vraiment beaucoup de statistiques sociodémographiques sur nos influenceurs pour savoir, est-ce que par exemple, tu es un influenceur qui est suivi par 100 000 personnes. Concrètement, ces 100 000 personnes habitent où? Est-ce qu'ils habitent à Toronto, à Québec? Dans quelle ville au Québec ils habitent? Ils ont quel âge? Ils ont quel sexe? On peut aussi savoir qu'ils parlent quelle langue. Donc, on est capable de prendre pas mal de métriques pour être sûr que si on paye ou si on fait une collaboration avec cet influenceur, est-ce qu'il touche bien notre cible pour être sûr d'avoir un fit parfait? Et en revanche, aussi, on est capable aussi, en fonction de ces critères, de savoir, à l'inverse, quels sont, si on met des critères, on vise par exemple les mamans, quelles sont les mamans les plus pertinentes en ce moment au Québec, qui visent les mamans et qui habitent à Montréal, et on est capable de vraiment aussi trouver les influenceurs les plus pertinents en fonction de nos critères que nous-mêmes on aura identifiés. Donc on utilise un outil qui nous donne beaucoup de ces datas-là, qui nous permet de faire des choix très éclairés sur quel influenceur on va choisir pour telle ou telle campagne. Et après, par la suite, on a des talents spécialistes à l'agence qui, une fois qu'on a checké toutes ces datas-là des influenceurs, est-ce que la ligne éditoriale de tel ou tel influenceur correspond à celle de nos clients, correspond à est-ce qu'elle n'est pas vulgaire, est-ce quand elle va parler d'une information, elle le fait bien, est-ce qu'elle est safe, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle est safe, est-ce qu'on peut lui confier un mandat de marque, est-ce qu'elle peut prendre la parole de la part d'une institution. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc c'est un mix entre le quanti et le quali. Donc les outils, c'est très intéressant, mais il ne faut pas se limiter qu'aux outils qui nous donnent une part de l'équation, une part de la réponse. Il faut aller un petit peu plus loin. Mais oui, les outils, c'est définitivement quelque chose d'intéressant. Il y a quelques années, on avait un peu des problèmes sur le nombre et ce qu'on remarque aussi un peu sur Twitter en ce moment, sur le nombre de fake abonnés, des abonnés un peu fantômes qu'on appelle, des abonnés fantômes qui font partie de notre audience. Donc souvent, ce qu'on remarque sur Twitter, c'est à peu près 20 à 10% des comptes. Sur Instagram, c'était un gros problème il y a quelques années. Maintenant, Instagram a fait un très bon travail. Il y a en tout cas, il y a très peu d'abonnés fantômes qui restent. Mais ouais, donc les logiciels, ça nous donne vraiment un gros tour d'horizon des statistiques de nos influenceurs. Et dirais-tu qu'il y a aussi beaucoup de bots et d'abonnés fantômes sur TikTok, par exemple? Sur TikTok, c'est une plateforme très récente. Je pense qu'ils sont, pour l'instant, non, mais ils sont peut-être pas à l'abri de ça. Mais je pense que Twitter et Instagram a beaucoup servi de leçon pour les plateformes. Quels seraient les trucs et astuces que tu pourrais donner aux organismes culturels pour mener à bien des campagnes d'influence à l'interne? Mais je pense... La première chose, c'est de savoir vraiment l'objectif qu'on recherche avec des influenceurs. Parce que les influenceurs peuvent apporter plusieurs choses. Ça peut apporter de la création de contenu, parce que les influenceurs, c'est avant tout des créateurs de contenu. Donc, est-ce qu'on utilise les influenceurs juste peut-être pour créer du contenu? Est-ce qu'on utilise les influenceurs pour faire venir du monde dans nos organisations culturelles ou gagner en notoriété? Est-ce que c'est pour faire vendre un produit? Donc, dépendamment d'avoir défini notre objectif,
objectif, on va essayer de trouver les influenceurs qui nous correspondent. Il y a parfois, comme on disait tout à l'heure, des influenceurs de niche qui peuvent nous aider sur des problématiques très précises, ou peut-être qu'on va essayer de trouver un gros influenceur pour essayer de gagner en notoriété. Donc c'est de définir ces objectifs-là, et en fonction de ces objectifs-là, on peut vraiment essayer de travailler de ce qu'on peut faire. Je pense que les organismes culturels n'utilisent en tout cas pas suffisamment le potentiel du marketing d'influence, sachant que c'est une niche où dans le domaine de la culture, on peut facilement influencer les comportements d'achat pour faire venir des gens dans notre exposition, dans notre théâtre, dans nos musées. C'est quelque chose de très facile où les influenceurs peuvent avoir vraiment un pouvoir d'influence auprès de leur audience, à essayer de consommer plus de culture, à les faire venir en tout cas. Donc c'est de pas hésiter aussi même à repérer les influenceurs qui nous semblent pertinents, même à demander peut-être à ces consommateurs, vous suivez quels influenceurs? Est-ce que c'est un influenceur qui t'a parlé de notre exposition ou qui t'a parlé de notre organisme? Donc ça serait important, et d'essayer de commencer à voir quel influenceur ou quelle personnalité publique peut toucher mon audience, peut-être en demandant à ses membres ou à ses consommateurs. Puis en absence justement d'un outil de mesure sophistiqué, quels seraient les indicateurs de performance à surveiller par les organismes culturels là, pour des campagnes de marketing d'influence? Encore une fois, tout dépendamment, je pense, de l'objectif qu'on s'est fixé. Mais je pense ultimement, c'est sûr, c'est d'avoir plus de trafic, que ce soit monétaire ou de trafic plus humain qui viennent voir ou écouter ou apporter à l'organisme culturel. Donc ça serait, je pense, mesurer, une fois qu'on fait appel à un influenceur, ça serait de mesurer est-ce que la prise de parole de cet influenceur a été utile, et ça on peut le mesurer de par peut-être toutes les interactions que ça a généré. Donc les interactions dépendamment sur quelle plateforme, est-ce que ça a généré plein de commentaires, ça a généré des inscriptions sur le site internet. Donc d'essayer de traquer tous les indicateurs qu'on est capable de collecter. C'est sûr que dépendamment des plateformes, les indicateurs peuvent changer, mais je pense que les indicateurs d'interaction et d'engagement, c'est les plus importants à vérifier. Parlons plus spécifiquement des différentes plateformes et des différents types de publications. Les influenceurs peuvent mettre en ligne différents types de publications, des photos, des vidéos verticales, des stories. Quels sont les avantages et désavantages des différents types de publications qui sont mis en ligne? Alors ça, c'est sur tous les médias sociaux, il y a vraiment une vraie jungle de types de publications qu'on est capable de faire. Comme tu l'as dit, il y a des photos, des vidéos, maintenant on peut faire des TikTok, des Reels sur Instagram. Chaque publication a des avantages et des désavantages. Je te dirais, ça dépend un peu de la plateforme. Je pense qu'il faut utiliser un petit peu tout type de publication. Nous, on fait vraiment la différence entre les contenus plus courts, les contenus plus éphémères et les contenus un petit peu plus longs. Les contenus plus courts, que ça peut être une story qui va durer 24 heures, ça peut être un TikTok, un Reel, c'est quelque chose qui va passer dans ton feed et qui est un peu éphémère. Ces contenus, ça va être des contenus de push, des contenus où on va parler d'une actualité forte, de quelque chose qui se passe en ce moment dans notre organisme. Donc ça, on va plus les privilégier pour faire une communication rapide sur un événement majeur qui va arriver, et des contenus un petit peu plus longs. Donc on peut penser à des vidéos, on peut penser à des articles de blog, on peut penser à des photos, dépendamment de où on la met. Ça va être plus du descriptif qui va rester un petit peu plus longtemps sur les médias sociaux, un petit peu plus longtemps sur Internet. Donc ça va être des choses un petit peu plus qu'on va peut-être un petit peu plus soigner, qui va respecter notre ligne éditoriale, qu'on pourra retomber peut-être dans 6 mois, dans 1 an dessus. Donc ça, on veut que ce type de contenu reste actuel, même si vu que ce contenu va vivre un petit peu plus longtemps, on veut que ce contenu représente un petit peu plus l'incarnation de notre marque, qui on est, c'est quoi nos valeurs. Donc
Je te dirais, nous on fait vachement la différence entre les contenus plus courts et les contenus plus éphémères et les contenus plus descriptifs qu'on peut utiliser un petit peu plus loin. Donc voilà, on peut les utiliser de manière un peu différente, ces deux types de contenus. Et après, c'est vrai que chaque plateforme a ses codes qui touchent aussi des audiences très différentes, donc c'est aussi comprendre un petit peu nos audiences, qu'est-ce qu'ils veulent, et une bonne manière un peu de bien gérer, de bien avoir les avantages et les désavantages. Je pense que c'est aussi de faire une veille des concurrents, de ce qui se passe un peu dans le milieu pour être inspiré des meilleures pratiques, et vous allez aussi le voir, un peu des moins bonnes pratiques à ne pas reproduire pour son organisme. Puis, bon, justement, il y a différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, qui vont utiliser, grosso modo, parfois les mêmes types de publications. Les vidéos verticales, on les retrouve en Reels sur Instagram, on les retrouve en Shorts sur YouTube, et évidemment, on les retrouve sur TikTok. Ça serait quoi les avantages et les faiblesses de ces différentes plateformes là, qu'on pourrait dire majeures? Ouais, je te dirais que c'est pas forcément des forces ou des faiblesses, ces différentes plateformes. C'est plus des audiences différentes qui vont se retrouver. Notamment, je pense, Facebook, maintenant, on va l'utiliser plus pour des campagnes quand on va viser des 30 ans et plus. Ça marche beaucoup pour la conversion, pour peut-être vendre des tickets. Facebook reste encore un peu la mecque, quelque chose de très important à ce niveau-là. Twitter, en ce moment, on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec Twitter. Je mets mon grand point d'interrogation avec l'abonnement payant. On est un peu dans une grande zone de flou. Instagram, ça reste aussi en influence la plateforme très phare qui regroupe énormément de personnes, énormément d'audience, où on peut toucher une quantité faramineuse de personnes. Donc Instagram, on va l'utiliser pour du contenu un petit peu plus lifestyle, du contenu de tous les jours. C'est vrai qu'Instagram, ça reste encore la plateforme phare. TikTok arrive avec une audience très jeune qui commence de plus en plus à vieillir, à être un peu une audience qui commence à toucher tous les spectres d'âge, donc c'est une plateforme, un peu la plateforme d'avenir, où il faut se positionner, où il faut tester qu'est-ce qui fonctionne, où on peut encore faire pas mal de tests, mais qui reste encore à l'heure actuelle un peu jeune. Et YouTube, ça reste un peu la plateforme de vidéos où on peut retrouver aussi pas mal d'audiences aussi différentes. Donc je vous dirais, dépendamment de votre audience et de votre cible, il faudra essayer d'être sur différentes plateformes. Je pense que c'est pas nécessaire d'être dépendamment de son organisme, de vouloir être absolument sur toutes les plateformes si on n'a pas les ressources, mais peut-être si on a un département limité en marketing, d'en choisir 2 et de vraiment bien le faire pour vraiment trouver des concepts qui nous représentent et qui peuvent être un peu différenciants parmi toute l'offre qu'on peut voir de tous les organismes. Parlant justement de différence, y a-t-il des plateformes qui sont moins connues, qui mériteraient d'être mieux connues? On pense à Twitch, par exemple. Ouais, Twitch, ça reste encore dans le domaine de l'e-sport qui commence à vraiment exploser. On peut penser à des plateformes comme il y a eu Clubhouse qui on fait un podcast en ce moment qui a voulu être un peu la nouvelle révolution du podcast, qui a pas duré très très bien longtemps. Des nouvelles applications qui marchent bien en ce moment. Il y a BeReal qui nous permet de capter ce qu'on fait dans l'instantanéité. On a 5 minutes on a quelques minutes pour prendre une photo du moment présent, qui fonctionne vraiment bien. Sinon, de grosses plateformes, il y en a pas tant que ça, j'en ai pas encore spoté, mais c'est vrai que c'est l'industrie qui change beaucoup, où des nouvelles plateformes arrivent pratiquement à tous les jours, et certaines repartent aussi à tous les jours. Donc il faut être ouvert et assez curieux pour tester et savoir quelle est la plateforme de demain. Au Québec, y a-tu beaucoup d'abonnés sur Truth Social? Ça commence à arriver. Pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on a remarqué depuis ces derniers mois quand même une augmentation assez significative, mais ça reste un petit phénomène. Parlons Web 3.0. Les médias sociaux ont défini le Web 2. À ton avis, quel rôle joueront les influenceurs là, dans le Web 3?
C'est sûr que les influenceurs vont jouer un rôle super important de tout ce qui est dans tout ce qui est Web3 pour évangéliser des sujets comme la blockchain, les NFT, la métavers. C'est sûr que les influenceurs vont avoir un rôle important. Il y a beaucoup d'influenceurs de niche qui parlent de ces sujets-là sur leur chaîne et qui veulent vraiment que ça se démocratise au plus grand nombre, qui vont commencer des projets, qui vont commencer des podcasts, qui vont commencer des vidéos pour vraiment apprendre à monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que c'est une blockchain, qu'est-ce que c'est une NFT. Donc les influenceurs qui sont suivis par beaucoup de personnes peuvent facilement faire switcher ces sujets de consommation ou ces sujets de niche à des sujets beaucoup plus larges. Et quand ces influenceurs vont commencer à en parler, c'est sûr que ça va attirer l'attention des gens qui ont des podcasts, des journalistes, la télé va commencer à embarquer, la radio, et après ça va commencer à devenir un phénomène de société. Et souvent ce qu'on remarque, c'est les influenceurs sont souvent, en tout cas à l'origine de ça, donc des tout petits influenceurs, et ça commence à grandir petit à petit. Alors, merci beaucoup, Nicolas Bon, d'avoir pris le temps de parler avec nous de marketing d'influence dans le domaine culturel. Les coordonnées vont se trouver, évidemment, dans la description du podcast, mais où peut-on te rejoindre? Merci beaucoup, en tout cas, de ce podcast. C'était très apprécié de parler avec toi de toute cette industrie du marketing d'influence. On peut me rejoindre, vous pouvez aller directement sur notre site internet si vous voulez un petit peu plus d'informations, clarkinfluence.com, aussi simplement que ça, et vous allez voir toutes nos coordonnées seront présentes sur le site. Mon nom est David Lamarre, ADN chez XN Québec. Un immense merci à notre invité Nicolas Bon de l'agence Clark. Merci aux co-créateurs de ce balado, Marie Carrois d'Archéo Québec et Alan Vallière de l'Association des radios communautaires du Québec. Pour écouter les autres épisodes du balado Stratégie marketing d'engagement, rendez-vous sur réseauadn.ca. Planification stratégique. Plateforme. Mission, public et processus.